Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de cet épisode de Palabre sur l'acting. Donc, je suis toujours avec Léandre et Martin et évidemment Colline de l'épisode précédent. Salut Cédric. Salut Cédric. Bonjour. Sur cette seconde partie, donc on va parler un peu du métier d'acteur au sein du cinéma, de l'acting, quoi. Pour commencer, du coup, je voulais poser cette première question. Pour vous, c'est quoi la place que le jeu d'acteur doit avoir dans un film? Est-ce que c'est l'élément central le plus important selon vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être relayé au second plan, par exemple? Eh bien, moi je dirais que justement, on en a parlé dans l'épisode d'avant, que vous avez peut-être écouté avec Félix Lhomme, on parlait d'image, et on a beaucoup déjà confronté le dialogue et l'image au cinéma. À l'inverse de ce qu'on a pu dire peut-être pour l'image, c'est que un film peut se passer de dialogue. Peut-être qu'aujourd'hui, je dirais que un film peut se passer d'image pour mettre plus en valeur justement les dialogues et ses acteurs. Après, comme pour tout, j'imagine, c'est peut-être un peu bateau, mais il faut que ça serve aussi l'histoire et le propos du film, tout simplement. Et qu'à partir de là, quel que soit l'aspect, que ce soit l'acting ou l'image, à partir du moment où ça sert, le propos du film pour radoter, ce n'est que bon sens et légitimité. Waouh, c'est beau. Ah ouais. Petit violon derrière. Non, mais c'est qu'il y a aussi des possibilités d'avoir de l'acting sans qu'il y ait de dialogue non plus, tu vois, c'est pas forcément dialogue le truc principal. Je sais pas, toi, est-ce que dans ton expérience, est-ce que t'as peut-être des exemples de trucs où l'acting est peut-être pas l'aspect principal du projet? Je sais que c'est un peu abstrait comme question. Non, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, quand t'es comédien et que t'es sur un plateau, t'es là pour acter. Ouais. Donc, justement, ça t'est pas arrivé de devoir servir des projets où c'est pas le cas? Ben non, pas encore. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Justement, dans l'ensemble, t'as tendance à préférer, de ton expérience, encore une fois, quand c'est vraiment du dialogue au mot près, ou est-ce que t'aimes bien quand il y a un peu plus de liberté, de la place pour l'improvisation, des trucs comme ça? J'aime beaucoup aussi le dialogue au mot près, si c'est bien écrit, si c'est adapté à l'âge aussi qu'a mon personnage. Et après, j'aime beaucoup aussi quand il n'y a pas de dialogue et tout doit se jouer dans le corps ou dans les regards. Surtout que tu viens du théâtre, donc il y a aussi vachement dans la physicalité, beaucoup plus. Ouais, mais ça, c'est un truc justement que j'avais eu peur de perdre avec des formats comme celui de La Quotidienne, parce que t'es filmé en... Comment on appelle ça? En plan poitrine. Ouais, oui. En 16/9. En 16/9, voilà. On voit pas le reste on voit pas tout ton corps. Et donc, en fait, il y a plein d'effets qui disparaissent. Ne serait-ce que, voilà, tu parles, t'as un tic, tu te grattes, tout ça disparaît. Alors que ça veut dire beaucoup, je pense, dans ce que peut ressentir le personnage, la gêne, je sais pas. Pour rebondir, sur ce que tu disais, l'importance de l'acteur, elle est aussi, dans les longs métrages, elle est aussi dans un aspect promo aussi, où il y a énormément de films qui sont communiqués via les acteurs. En fait, je pense que c'est une des grosses facettes qui fait venir les gens au cinéma pour voir le dernier film de tel acteur, de telle actrice. Et du coup, je pense que rien que ça, c'est hyper important dans le cinéma, en fait, parce que s'il y avait beaucoup, mais ça serait bien, mais s'il y avait beaucoup plus de renouvellement on parle beaucoup de, ces derniers temps, le cinéma français, c'est François Civil, Raphaël Quenard, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, quoi, en gros. Et s'il y avait beaucoup de renouveau, est-ce que les gens continuent aussi d'aller voir les films? Ça, c'est une question. Si le film propose quelque chose de particulier, justement, tu vois, récemment, Vermine, en soi, les gens sont allés le voir, même si c'est pas le box-office de ouf ou quoi, mais genre... Ah, quand même. Oui, quand même. Mais tu vas voir ce film-là pour la proposition d'un film d'horreur français de banlieue ou quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont allés le voir parce qu'il y a Jérôme Niel aussi. Oui. Ouais, mais c'est pas une grosse star de cinéma. C'est pas une grosse star. Non, c'est pas une grosse star de cinéma, mais c'est la communauté internet et tout ça. Ouais, mais c'est pas le rôle principal. Ouais, mais je pense que c'est un gros facteur marketing. Bien sûr. Mais c'est lui qui a fait les promos d'ailleurs, notamment au quotidien. Enfin. Ouais, complètement. Mais par contre, oui, j'ai l'impression que quand le scénario rentre un peu dans la facilité, quand la proposition du film en tant que tel est assez basique, simple, ne surfe pas sur l'originalité ou film de genre ou quoi. Là, oui, tu vas tout de suite une tête d'affiche et ça va être ta tête d'affiche qui va porter, comme tu dis, la promo du film. Même pour les producteurs, c'est rassurant aussi de miser des millions d'euros sur un film où t'as personne qui est connu dessus. Oui, si l'idée elle est pas béton derrière et que t'as pas la bonne com, le film personne n'ira le voir. Du coup, si imaginons un budget conséquent d'un film, soit tu fais un truc plus simple, je sais pas, une comédie à mettre en scène, mais tu vas mettre tout l'argent dans ta tête d'affiche. Soit tu fais un film de genre qui nécessite beaucoup plus d'argent à produire, mais tu vas pas prendre une tête d'affiche, tu vas mettre l'argent dans la mise en scène et dans le décor et tout ça. Et puis du coup t'as énormément aussi de films et de séries dont t'as un tiers du budget du film qui va dans une tête d'affiche. Ça donne moins de budget. Des fois t'as des trucs dégueulasses qui sont juste dégueulasses parce que t'as le mec en face de toi à l'écran qui a pris absolument. Il y a plein d'exemples comme ça.
enfin, tout est important de manière générale dans les aspects. Mais oui, le point de vue économique promo, oui, ça a vraiment du sens, tu vois. Est-ce que tu fais un film qui parle plus ou tu fais un film qui est plus visuel ou quoi, genre, au-delà des réels qui ont envie de faire des films plus comme ça ou comme ça, bah, je sais pas, un mec qui fait son premier film, il a une proposition d'un budget pour un scénar. Bon, bah, en fait, en fonction du budget, bah, on va peut-être faire plus de dialogues et plus de scènes dialoguées que tes grandes séquences épiques, nature, VFX, tout ça, et peut-être que... Et du coup, là, c'est là l'importance d'avoir un comédien béton, quoi. Bah ouais. Et justement, ça rejoint aussi l'idée que, genre, en France, on a vachement de rôles réalistes à jouer dans l'ensemble. C'est beaucoup de drames sociaux, de comédies, de trucs qui se passent dans la vraie vie. Et il y a un gros manque quand même en France de pouvoir incarner des rôles beaucoup plus fantaisistes, des trucs où il y a de la magie, de l'action, des trucs comme ça. Toi, ça te plairait de faire des rôles vraiment différents dans ce genre-là? Avec des cascades, des effets spéciaux. Bah oui, je pense. Après, moi, de base, je suis pas une grande fan des films SF, tout ça. Enfin, je sais pas si, du coup, ça comprend ça. Si. Ouais. Je suis pas très... je regarde pas beaucoup, mais je pense qu'à jouer, oui, ce serait un vrai kiff. Ouais, je pense que c'est presque pas le même métier. Bah ouais, tu sors du quotidien. Bah, il y a plein d'actrices, là. Bah, par exemple, Marina Foïs, qui a fait une série, là, qui est sortie sur Netflix, où elle a un gros rôle d'action. Et je l'avais vu en interview. Ouais, c'est ça. Ouais. Où je l'avais vu en interview, où elle expliquait, ah oui, non, mais moi, là, j'ai vraiment voulu le faire pour le kiff de faire un gros film d'action, de faire quelque chose de complètement différent. Et il y a plein d'acteurs comme ça qui viennent les du Trois film. Mousquetaires, tout ça, là, où Exactement. ils sont tous en train de dire en promo qu'ils sont trop contents d'être à cheval, Bah de faire des combats d'épée, tout ça, genre, Et je pense pas ce genre de film que ces gens-là regardent trop. Et je pense qu'ils... ça. Non, mais peut-être pas. Pour le coup, je vois la nuance pour toi en tant qu'actrice de... C'est pas forcément ce que je vais regarder parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Mais par contre, comme expérience de tournage, bah si, tu vas faire du parc d'attractions, quoi. Ouais, grave. Ça permet de pallier au fait que peut-être il peut y avoir une certaine lassitude, entre guillemets, de toujours jouer un peu le même type de rôle. Enfin, de toujours jouer dans des drames et de toujours faire des trucs un peu larmoyants, où c'est vraiment réaliste et tout. Je sais que souvent j'y pense, mais tu vois, on donne à des acteurs français un personnage qui colle à la peau du mec. Ouais. François Civil, typiquement, bah oui, je suis allé voir Pas de vague, tu sais, où il est prof dans un collège et il est accusé d'harcèlement, d'harcèlement vers une jeune élève. Bah, en fait, c'est vraiment François Civil qui met aujourd'hui son déguisement de professeur. Ouais. Mais toujours, ça reste des rôles qui sont en fait hyper réalistes et à part des nuances où je suis peut-être pas assez bon dans l'analyse du jeu ou quoi, à part des nuances par-ci par-là, ça reste François Civil quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et Pierre Ninet pareil, tu vois. Mais par exemple, Yves Saint Laurent. Ah ouais. Yves Saint Laurent, bah là, t'as une vraie incarnation de quelqu'un, d'imitation en plus que c'est un biopic et tout. Et du coup, est-ce que c'est plus simple pour eux, je pense, de rentrer dans la peau d'un personnage déjà existant aussi? Oui, peut-être. Mais même s'il t'écrit des rôles sur mesure, il y en a, tu vois. Ils disent souvent les acteurs les rôles de Dupieux. Genre le cinéma français adore jouer pour Dupieux parce que c'est tout un univers où ça n'a rien à voir, c'est de l'absurde. Et du coup, ils se font trop kiffer. Est-ce que du coup, c'est un peu des rôles qui sont écrits pour les acteurs? Quand je parle de François Civil typique, est-ce que c'est des rôles qui sont écrits pour François Civil ou est-ce que c'est ces acteurs qui ne se détachent pas de leurs caractéristiques de personnalité? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance justement à prendre des acteurs qui ressemblent déjà au rôle. Qui ressemblent au rôle. Ouais. Donc on écrit des rôles pour ces acteurs. En fait, là, tu te dis, ça, c'est Pierre Ninet devant le miroir qui pète un plomb. Je pense qu'il y a une autre facette dans tout ça aussi qui est très actuelle. C'est qu'en fait, ces gens-là, on les voit tous les jours dans des vidéos YouTube, dans des émissions de télé, tu sais, on les voit tout le temps. Ils existent autant dans le réel que dans la fiction, quoi. Sur Insta et tout. Et du coup, bah, tu les vois comment ils sont dans la vraie vie et du coup, bah, forcément, tu refais les acteurs de notre génération, quoi. Genre. Oui, je pense que si on les avait pas justement sur les réseaux, on les découvrirait à chaque film. Et je pense que ça serait pareil même avec je sais pas moi, un De Niro. Et encore, non, De Niro, c'est pas le bon exemple parce que il a vraiment une façon de jouer, mais je veux dire des personnages, enfin des acteurs plus, tu vois, Daniel Day-Lewis. Toi qui est connu pour être un acteur qui va à fond dans ses rôles, qui fait pas d'interview, voilà, exactement, et du coup ça fait cultiver le mystère de ah ok, ce mec là c'est un caméléon, mais aussi c'est parce qu'on le voit jamais ailleurs, et puis à quoi il ressemble pour de vrai, voilà, à quoi il est à quoi il est en vrai, on le sait pas, et du coup bah forcément tu te dis ah mais il est trop fort. Je pense que si jamais il jouait le jeu d'internet d'aujourd'hui ou alors il était
acteurs actuels de notre époque, bah ça se trouve il y aurait beaucoup moins ce côté fascination parce qu'on le verrait aussi tous les jours raconter sa life et on serait moins à regarder un nouveau film de Daniel Day-Lewis à dire ah bah oui c'est encore Daniel Day-Lewis qui fait du Daniel Day-Lewis et puis en plus pour le coup et ça c'est vrai il y a vraiment une surmédiatisation de ce petit cercle d'acteurs là et pour le moindre truc ils vont faire des jours de promo où après tu vas avoir des vidéos tu sais qui vont tourner pendant des semaines que tout le monde va voir alors qu'ils vont pas forcément aller voir le film. Voilà. En plus, et du coup bah je pense que ça contribue au et dans un sens c'est bien aussi parce qu'on a plus de transparence sur aussi le métier d'acteur, de savoir sur le showbiz aussi de manière générale, c'est pas juste un cercle très privé du showbiz parisien et tout ça. Bah non, en fait, tu vois l'acteur que tu kiffes trop, bah tu peux aussi le voir avec des youtubeurs, à part avec des journalistes, il fait tous les plateaux sur YouTube, sur la télé ou quoi. Mais du coup, tu deviens fan de l'acteur plus que de l'artiste, plus que de ses personnages. Ça démystifie un peu le côté du personnage, je pense. Ouais, complètement. C'est à la fois la faute des acteurs. Si on reproche ça de Pierre Ninet fait du Pierre Ninet, c'est à la fois sa faute à lui d'accepter des rôles en fait, d'accepter le rôle qu'on lui propose, ça ressemble un peu à ce que j'ai déjà joué. C'est autant de sa faute que de la faute aussi du cinéma français de financer que des films de l'époque aussi. Enfin... Mais encore une fois, il y a aussi une autre sphère du cinéma plus indé ou quoi où là tu vas pas voir Pierre Ninet, tu vas aller voir d'autres étoiles montantes, tout ça. Et donc en fait, il y en a aussi pour tous les goûts. C'est juste, en fait, là où on met de l'argent, c'est dans les comédies avec Danny Boone ou les drames avec Pierre Ninet, les thrillers ou quoi, et pas dans le petit film d'horreur, premier long métrage, tout ça. À l'inverse d'exceptions comme Vermine ou quoi. Mais Vermine, il est tellement exceptionnel pour parler de ce film-là puisqu'il est actuel. Quand on en entend parler, c'est le seul exemple qu'on a, tu vois. Mais il y en a en fait des milliers qui existent en France, d'autres de films indés, tout ça, avec des acteurs pas connus, tout ça. Et bah c'est aussi la faute du cinéma, quoi, du cinéma en France, et la faute du spectateur, parce que si le cinéma est comme ça, c'est parce que le spectateur va voir ça plutôt que d'aller voir autre chose aussi. Mais c'est qu'on nous a la faute trop habitués à ça aussi, quoi. C'est que c'est trop ancré dans le cinéma français, c'est qu'il y a un déséquilibre. Les cahiers du cinéma. Non mais c'est vrai, il y a ce côté très intellectuel et tout dans le cinéma français, je pense. Qui fait que du coup tous les grands films ou quoi sont incarnés par des acteurs qui savent jouer justement je m'égare. En tout cas des films sociétaux, tu vois. Parce qu'on est très politisé en France, on est très tout ça, quoi. Mais vous avez vu justement Je verrai toujours vos visages? Non, pas encore. Oui, non, j'ai pas vu. Avec Adèle Exarchopoulos et tout. Oui, Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti, Gilles Lelouch, Raphaël Quenard. Mais et ben pour le coup, ça m'a fait la même chose. Je suis allée voir ce film et je me suis dit ok, j'ai pas l'impression de voir des comédiens. J'ai l'impression de voir des gens que je connais. Et j'étais pas impressionnée. Par exemple, j'adore Leila Bekti. Et là, j'avais l'impression que ça joue très bien, encore une fois, mais que tout est faux parce que... parce que tu reconnais les visages. Bah oui, c'est trop dur de... Alors que c'est un très bon film, mais je sais pas, j'étais pas connectée, quoi. Moi, des fois, j'ai du mal à rentrer dans des films parce que justement, je vois Gilles Lelouch qui joue Obélix. Là, c'est plus... Alors que Depardieu, quoi. Ouais. non, mais quand tu prends un acteur très connu qui doit incarner un personnage, moi, j'ai vraiment du mal et je me dis, c'est pour certains films, en fait. Tu prends un casting totalement neuf... c'est ça qui crée l'immersion aussi, c'est que tu te dis, ce personnage-là, il est joué par cette personne-là, et du coup, j'y crois, je rentre dedans. Alors que quand tu... Comme tu disais, c'est un risque, en fait. C'est un risque de production, c'est un... mais au final, c'est des gens derrière qui vont aller voir le film. Mais si tu prends une belle franchise... C'est nécessaire à un moment de renouveler, et c'est comme ça qu'il y a des films aussi qui sortent du lot aussi. Des 10 dernières années, tous les films de ces acteurs-là, un peu qu'on a cités, il y en a pas énormément qui sont des films, mémorables. Bah oui. Parce que l'année d'après t'as le même avec l'autre. Complètement. Il y a eu l'effet Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire Pierre Ninet et tout pour ce personnage, mais ça sera un peu maintenant c'est Pierre Ninet qui fait ce truc-là et l'année prochaine ça sera Raphaël Quenard qui aura un autre personnage. Qui fera Cyrano. Oui, voilà, exactement. Mais il y a grave moyen. Donc... Non, mais en vrai, c'est possible. Non, et puis vis-à-vis du jeu d'acteur aussi, je pense qu'en France on a une grosse histoire du théâtre. Et Molière et tout ça machin, et ce qui fait qu'il y a un certain type de jeu aussi qui est attendu entre guillemets des comédiens, j'ai l'impression. Académie française. Ouais, enfin c'est peut-être pas à ce point-là, mais j'ai l'impression que peut-être les comédiens américains ou dans d'autres pays peuvent se permettre de partir dans des folies absolues, là où en France jouer bien c'est jouer comme ça. Exactement. Je sais pas si tu ressens ça dans ton métier un peu. Moi non, au stade pas dans ce que tu joues, j'imagine. Ouais. Peut-être tu connais des gens qui non, mais je te rejoins là-dessus. C'est vrai j'ai l'impression qu'il y a des codes qu'il faut respecter mais c'est en train de changer. Léandre, tu parles de Dupieux justement, ça permet ce genre de truc, mais ça reste une exception, quoi.
il a de la chance de pouvoir se payer des Mais stars dans le film de genre, tu vois. Comme Grave Ducournau, Ouais, mais Vermine, Dupieux, tout ça, enfin, dans le film de genre. Mais est-ce qu'il y aura le prochain film de, enfin, je sais pas, un nouveau drame social français où là, ça n'a rien à voir dans les codes de jeu, dans tout ça. Bah, pour moi, si, ça peut arriver, mais faut avec des nouveaux comédiens, des nouveaux talents, tu vois. Ou alors, même les comédiens qu'on connaît habituellement, mais juste qui nous surprennent. Ouais, Mais ils sont surprenants aussi, tu vois, dans les rôles qu'ils incarnent, mais. c'est dur d'être bluffé. Enfin, tu sais, t'es jamais, ça peut arriver. non, mais tu te dis, oh, quelle belle performance et tout. Soit Mais civil quand il arrive sur son cheval. oui, mais Oh, waouh. c'est dur d'oublier qui c'est. Alors que, je sais pas, DiCaprio, dans certains rôles, moi, j'oublie que c'est DiCaprio, tu sais, au bout d'un moment, tellement, ouais, il y a de l'incarnation, et Mais pourtant, c'est ouais. DiCaprio, quoi. C'est un autre travail, en Bah fait. ouais, Et puis c'est que ça dépend de la direction aussi de. mais je me direction demande, d'acteur. Du réalisateur. ça peut partir loin. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas en France, on est très dans le un peu, tu sais, le second degré, un peu le cynisme, et tu sais, toujours essayer quand même de peut-être garder Mettre une distance, de ouais. garder une petite distance et tout. Et du coup, je me dis si ça se trouve c'est une des raisons aussi, tu vois, pourquoi c'est comédien, tu sais, dans le fait que non mais ça reste un métier, ça reste du jeu, ça reste de l'acting. Je vais pas y mettre mon sang, ma sueur et mes larmes, quoi. Alors que il y a certains acteurs américains ou d'autres où vraiment leur rôle c'est, tu vois, Joaquin Phoenix. Qui en France fait des interprétations comme ça, où les mecs ils deviennent c'est glauque ce que je vais dire, mais je suis pas sûr qu'en France il y ait des acteurs qui soient déjà suicidés ou qui aient fait des vraies dépressions à cause d'un rôle. Bah là, récemment, j'ai l'impression que, je sais pas si vous avez vu Le Consentement. Ah non, j'ai Ouais. ah ouais, t'en parlais de Jean-Paul Rouve. Il est traumatisant. Ouais. Bah ouais, Jean-Paul Rouve, Et pour le coup, Jean-Paul Rouve, exceptionnel dedans. Quand tu le vois dans certaines interviews, tu te dis, mais ça va pas. Enfin, Non, mais oui. Oui, lui, il a été marqué. Ouais, j'ai- ouais, Ouais, c'est vrai, c'est un Il a été bon marqué contre-exemple, par ça. il disait ouais. des trucs, enfin, il disait un truc qui Et en même temps, qui il a m'a- intérêt à dire ça aussi en interview, parce que Oui. sinon... Non, mais pour le coup, s'il le prend très à la légère, Oui, la déjà. promo de son film... Mais c'était intéressant Particulier, parce qu'il disait, oui, en fait, quand il incarne un personnage, il est obligé d'essayer de le comprendre Ouais, un bien sûr. maximum. Ça, c'est- Ouais. Mais là, comment tu fais quand tu incarnes un personnage Ouais, comme celui-ci pour essayer de... Non, mais de pour le- le coup, c'est vraiment le bon exemple Ouais. actuel et tout. dans moins grave que ça, du coup plus facile à défendre, mais Pierre Ninet qui avait dit pour Goliath, il joue un gros lobbyiste qui détruit la planète et qu'on a rien à foutre. Et justement, il est contre tout ça, et il avait cherché à, parce que et je pense que c'est vrai. Non, mais comment pour bien jouer un personnage, t'es obligé un peu de le comprendre, pas forcément d'être d'accord avec lui, mais de comprendre. Et du coup, quand lui, il expliquait que en fait, il avait pas réussi à le comprendre dans cette facette de lobbyiste, mais par contre, pour ramener de la sensibilité, il était allé chercher dans le fait que dans le film, son personnage, c'est un excellent père de famille, et que Ok. c'est un mec qui fait ça pour ses enfants et qui n'en a rien à foutre de mettre des centaines de gens à la rue et tout, parce que lui, il fait ça pour le bien de sa famille. Et du coup, il était allé chercher ce truc-là pour mettre du vrai, en fait, et Oui. je trouve ça trop intéressant d'aller chercher dans le... Bon, alors, comment a fait Jean-Paul Rouve pour aller chercher Où est-ce qu'il était son enjeu à lui? Voilà, comment est-ce qu'il est allé chercher quelque chose pour incarner ce personnage-là et y mettre de soi? Parce que t'es un peu obligé, quand t'incarnes comme ça, de mettre... Ou alors tu fais... il a fait comme avec Jeff Tuch. Hein. Ouais. C'est vrai que pour le coup, il a... Wow. Non, mais Ouais. La même année, Gaffe, tu passes de Jeff Tuch à ce mec-là. je pense que ça C'est doit faire du génial. bien de passer à Jeff Tuch. Ouais. Genre de, ok, Clairement. c'est bon. Non, et pour ce genre de rôle, ils peuvent aussi aller chercher dans des gens qu'ils connaissent ou dans des trucs qu'ils ont vécu, parce qu'à mon avis, ils en ont croisé pas mal des gros ports C'est clair. dans leur vie. Puis il y a la documentation aussi. Enfin, tu vois. Vous deux, les gars, qui faites pas mal de tournages en tant que réalisateur, au cadre et compagnie, comment vous voyez ça, la direction d'acteur? Toi, Explora Park la semaine dernière. Ben oui. Avec les enfants dans le Tu dis aux enfants, allez, action, allez, dans le trampo filé. on jette les balles en Allez, l'air. on jette les balles en l'air, on jette les balles en l'air. Non, mais c'est vrai, en plus, vous avez bossé avec des enfants, des adultes, enfin, c'est... À notre échelle de nos courts-métrages, parce qu'on va pas parler de prestations, de publicité, trucs comme ça. Bah, où... t'as Non, bien- mais si, pour le... mais après, pour une presta, une pub ou quoi, t'es là juste pour avoir l'image que tu veux. Tu fais avec Il y a pas vraiment de personnage, tu vois, genre, on n'a pas beaucoup fait de pub vraiment écrite, ça a toujours été de la figuration qu'on avait, pour nous, entre guillemets, sur le tournage. Avec Grégor Le Simple, je Ouais. lui, vous l'avez dirigé sur des pubs. Justement, pour la pub, c'est entre guillemets plus simple dans le sens où c'est vraiment concret, quoi. Genre t'as le message commercial, on a un petit personnage en soi qui
il n'a rien d'exceptionnel puisque la pub c'est tout de suite dans des codes, vraiment dans des codes, et ça va être 2-3 plans sur Grégor, le simple acteur nantais qui tire un mètre pour mesurer une baignoire, et puis tu fais genre tu parles au mec autour de toi comme ça, mais parce qu'on sait qu'à l'image en fait on sait qu'on va tellement renforcer le rendu avec la musique, avec le rythme, avec tout ça, qu'en fait on veut juste l'imitation du rendu, tout ça. Par contre, pour de la fiction, je sais pas, moi je dirais qu'il y a quand même le bien-être de l'acteur déjà qui est primordial, ne serait-ce que être à l'aise avec son acteur, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, les intentions. Tu peux tomber peut-être sur quelqu'un qui s'en bat les couilles, Ça peut, ouais. qui est juste là pour faire le truc et te faire plaisir, et puis voilà. Et justement, comment tu communiques, comment vous communiquez avec les comédiens? Moi, par exemple, il y a quelque chose qui est important et que j'ai appris et j'ai encore du mal aussi, je pense que c'est important pour les comédiens, mais du coup, c'est très bien, on va pouvoir en discuter avec Colline. Mais moi, je sais que j'ai tendance, par exemple, un peu à m'éparpiller et à pas être assez, entre guillemets, je veux que tu fasses ça, je vais essayer de trouver plein de mots, plein de nuances pour décrire un truc, et ça, en fait, ça peut perdre le comédien. Et du coup, moi, je trouve que c'est ça l'exercice le plus difficile dans la direction d'acteur. Pas tant le côté, prendre bien soin, enfin, avoir une bonne relation, mais c'est le côté vraiment, faire comprendre ce que tu veux qu'il fasse, tout en restant bien sûr poli, courtois, tout en étant quand même directif, Sans être acteur. sans être acteur, et aussi et savoir aussi dire non, ça j'aime pas. Et c'est dur de quand quelqu'un te propose un truc et des fois tu vois qu'elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à aller vers ce que toi tu veux, essayer de remodeler sans encore plus faire perdre le fil à la personne qui est en face de toi. Ça, moi, je sais que c'est compliqué. Ouais, c'est un exercice. C'est un exercice, et c'est encore plus dur, je pense, pour l'acteur, parce que lui, du coup, il reçoit plein d'infos. C'est aussi savoir être un peu ferme, des fois, pas dans la forme, mais dans le fond. Dans tes choix, ouais, dans tes choix, en fait, déjà d'avoir travaillé en amont ça aussi, que d'avoir des refs. Moi, je trouve que c'est... Après, ça dépend. Encore une fois, c'est pour les quelques expériences qu'on a eues, mais moi, j'aime bien aussi quand tu arrives à citer une scène d'un film, par exemple, ou le travail d'un acteur, et lui faire comprendre. Et là, la personne elle fait ah oui, ok, d'accord. J'ai du bagage avec lequel communiquer, parce que je trouve que des fois, juste communiquer sur des émotions, aller dans des nuances et tout, c'est dur. Et en plus, l'acting, surtout le dialogue, c'est très musical, c'est très tu le sens un peu quand il y a un truc un peu faux, qui fonctionne pas, et ça c'est dur, cette nuance là. Ça peut venir du texte, comme ça vient c'est ça. Et du coup, c'est là aussi, faut exactement, tu me fais une belle transition sur le fait qu'il faut savoir. Je fais une belle transition sur le fait qu'il faut savoir aussi se remettre en question. Et du coup, moi j'ai aussi de plus en plus envie de faire plus comprendre le personnage que de faire comprendre la scène. Et comme ça, si tu fais comprendre le personnage, et là après c'est une discussion avec l'acteur, mais tu fais comprendre le personnage, et après c'est pas tu lui dis vas-y, fais-toi plaisir, mais comment tu l'as compris, exprime-toi comme toi tu l'as compris, et comment tu vivrais la scène si t'étais ton personnage. Et du coup, c'est là où pour moi c'est ça un bon acteur ou un mauvais acteur, quoi. C'est la faculté à ne plus être toi et à vraiment te mettre dans ton perso, quoi. Et c'est là où c'est compliqué pour l'acteur. Ouais, complètement. On avait fait, par exemple, pour parler plus des enfants, pour le coup, parce qu'on, mine de rien, on a fait quand même pas mal de trucs avec des enfants, même que ce soit Rage Route en 2018 ou même derrière. Mais tu vois, on avait fait 4 jours de tournage dans une école primaire, on avait fait un court-métrage avec vraiment beaucoup d'enfants. Qui sont pas des comédiens. Qui sont pas des comédiens. Et justement, je trouve qu'avec les enfants, qui sont pas comédiens, pour parler de ces exemples-là, tu peux vite faire passer la scène, enfin le jeu de comédien comme un jeu, en fait. Ça revient au sens primaire de... C'est ça, en fait. Et ça, c'est intéressant, et du coup, d'où tout l'intérêt, justement, d'être agréable et un peu aussi à l'aise avec eux aussi, pour faire passer le truc comme un jeu. Et dès qu'il y a de la fatigue, essayer de renverser la fatigue comme un truc qui va servir aussi la scène que tu vas jouer. Mais en tout cas, avec les enfants, ce qui est bien, c'est que t'as ce petit truc là de on joue, en fait. Et toi, t'as pas intérêt à être fatigué entre les prises, parce que justement, il faut que tu gères l'enfant aussi. Et si tu veux qu'il fasse ce que tu lui dis, surtout s'il y a plein d'enfants, faut être en forme avec lui. Et puis sinon, pour les acteurs de manière générale, juste s'entourer, discuter, s'essayer avec des gens pour un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il sait faire, en rencontrer d'autres ou quoi, des gens qui ont l'habitude de faire ci, faire ça ou quoi, et juste s'imprégner de manière générale, et puis après essayer tout simplement. Parce qu'en plus, vu que vous réalisez à deux, faut aussi que vous soyez vachement... Ça c'est terminé. Non, mais faut que vous soyez vachement d'accord et clair aussi sur vos intentions entre vous, pour pas donner des trucs contradictoires aussi. C'est pour ça que quand on avait réalisé Rapace, on était trois sur Rapace, et on avait un peu chacun nos parties de réalisation,
pour justement ne pas être trois connards qui vont parler à la même personne et qu'on se contredit, on n'utilise pas les mêmes mots, quoi. Et c'était vraiment William, pour le coup, qui lui a déjà joué. Ok. Qui a même joué dans ces petits secrets entre familles. Voilà. Ouais, j'adore. Si vous entendez ça. On en reparlera dans un prochain épisode. Ouais, donc. Et en fait, en tout cas, il a fait du théâtre, il a fait de la comédie musicale, il a fait plein de trucs. Et du coup, c'était censé que lui, puis en plus, c'était lui qui jouait dans tous nos trucs à l'école, nos exercices, tout ça. C'était censé que pour notre premier gros court-métrage, c'était lui qui était plus sur l'aspect mise en scène, dans le dialogue et tout avec les acteurs. Tout du moins, on compartimentait. Si on avait des trucs à dire, on le disait, mais c'est William qui allait dire pour pas qu'il y ait justement trois interlocuteurs, à qui je dois parler et tout. Oui. Et ça, c'est des trucs un peu que tu apprends en faisant. En faisant, complètement. Et puis, de toute façon, tu tomberas forcément toujours sur un acteur, une actrice qui sera toujours un peu différent et ça allait dire un casse-couille. Ouais, mais de ouf en vrai, toujours un casse-couille, mais encore s'il est casse-couille, c'est qu'il a peut-être des bonnes raisons d'être casse-couille, peut-être que s'il est casse-couille, c'est parce que tu le payes pas tout simplement, enfin genre ça peut être des choses comme ça, mais du coup c'est pas pareil. C'est en tout cas une personne agréable, investie, payée ou pas payée d'ailleurs, dans tous les cas, il faut payer les acteurs. C'est juste même si c'est pour un projet perso, un truc pas payé, au moins de l'investissement à partir du moment où t'as dit oui, on va jusqu'au bout du truc, quoi. Et je trouve que l'investissement pour un acteur, en tout cas, moi, c'est le plus important, et être agréable, et aussi considérer que, on n'est pas des metteurs en scène de 45 ans, qui avons de l'expérience, qui avons le bon vocabulaire ou quoi, et donc, travailler avec des gens, agréables et conciliants. Oui, et puis vous travaillez tous ensemble, en fait, il n'y a pas d'échelle. C'est ça. Oui. Quand un tournage se passe bien, c'est vraiment ça que tu retiens, quoi. On a tous fait le même film ensemble. La collaboration. Ça peut être dur aussi à gérer parce que on est jeunes et du coup quand t'es avec des acteurs plus âgés, des fois il y en a, ils sont, tu sais, il y a un peu le truc de ah ouais tu fais comme ça et tout, et ça aussi il faut le gérer, quoi. Et ouais, l'ego, ils ont l'habitude et c'est ça, ils ont l'habitude de trucs différents et tout, et c'est là où faut savoir s'imposer, quoi, être ferme, et faut être conciliant. S'il a envie de faire une proposition, vas-y, fais ta proposition, mais et au montage tu regardes ce que tu veux. Mais tu règles même pas, enfin tu dis vas-y. Ouais, fais-le pendant la pause. Et toi Et toi, Colline, justement, c'est quoi un peu toi ton rapport à la direction d'acteur? T'aimes bien beaucoup diriger, ou est-ce que c'est un peu contraignant pour toi? Ouais, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien être accompagnée, vraiment. Après, comme je disais, c'est intéressant aussi quand les réals sont vachement sur la technique, parce que tu sais que d'un côté ils te font confiance, en fait, donc tu peux aller un peu où tu veux. Si t'as compris la scène, tu peux l'amener un peu où tu veux. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi être bien accompagnée, et surtout dans des scènes compliquées où il va y avoir des enjeux. Ça peut être une crise. Moi, les crises de peur, j'en ai fait beaucoup. Par exemple, sur Un si grand soleil, et j'avais besoin que tout le monde soit avec moi, en fait, parce que c'est un moment de pudeur. Enfin. Tu m'étonnes. La vulnérabilité. C'est ça. L'investissement perso. Ouais, complètement. Donc là, j'avais besoin que tout le monde soit à l'écoute. Et il y a une scène qui m'a vachement marquée où je devais sortir de la classe en courant. Et la réal m'avait demandé de rire et pleurer en même temps. D'accord. Mais pleurer et en fait rire de l'absurdité de la raison pour laquelle je pleurais. Et c'était dur parce que je l'avais jamais fait. J'avais jamais pleuré, je crois aussi, en jouant. T'as jamais pleuré tout court? J'avais jamais pleuré de la vie. Et en fait, elle m'a pris la main comme ça, elle m'a regardé dans les yeux. On a pris vraiment le temps, en fait, de faire monter le truc en même temps. Ah, c'est cool. Et elle se mettait à pleurer en même temps que moi, et après on appart. Action. Cool. Ouais, moi j'aime bien être. Et pouvoir proposer des trucs différents, du coup. Ouais, mais on discutait. En fait, on travaillait ensemble. Donc vraiment discuter, même si j'ai envie de faire des propositions. Ouais, tu restes pas sur une idée préconçue de ta scène en mode non, pour moi le personnage il fait ça, je veux que ce soit comme ça. Mais ça peut arriver que t'arrives sur le plateau et tu dis mais moi toute la nuit du coup je me suis imaginé que ça allait se passer comme ça, elle allait se lever à ce moment-là sur telle réplique, et en fait pas du tout. Mais ouais, encore une fois on discutait, et puis après moi je suis assez souple là-dessus. Ouais. C'est le métier du comédien. Oui, voilà, tu t'adaptes. Je pense que les acteurs et actrices ont tous en commun un peu quand même un besoin de forcément de reconnaissance, mais de retour, quoi. Mais en fait, de te rassurer. Ouais. Parce que ça peut être vite gênant, on tourne sur des plateaux, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde, tu rigoles. T'arrives sur un plateau, il y a 30 techniciens autour de toi, et tout ce que tu vas dire va être écouté, scruté. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'elle est fausse, là? Donc ouais, t'as besoin d'être rassuré, en fait. Faut pas être pudique, quoi. Surtout que c'est toi après qu'on verra sur les écrans au cinéma et tout. Final, en fait. Justement, c'est peut-être une question un peu perso, mais on en avait parlé, je crois, dans l'épisode précédent aussi. Du coup, tu sais pleurer sur mesure? Sur commande? Sur commande, d'accord. Non. Non? Non.
Et du coup, Vraiment comment pas. tu fais? Bah, généralement, en fonction du texte, ce qui va se dire, ce qui va être dit, je vais m'appuyer sur un mot. Un mot qui, moi, m'émeut. Qui trigger un peu. Ouais, j'essaie de pas trop aller là-dedans non plus, mais après, c'est assez simple. Si c'est une rupture amoureuse, je vais attendre de vraiment... Enfin, je me souviens quand j'ai joué avec Sylvain, la rupture amoureuse sur Un si grand soleil, je sentais qu'on n'était pas connectés. Désolée, Sylvain. Mais ouais, je sentais que c'était pas hyper fluide. Et du coup, j'attendais vraiment juste le mot. Je sais pas, c'est fini. Et en fait, en plus, je jouais à la fin d'Un si grand soleil, donc ça résonnait avec plein de choses. C'est fini le tournage, c'est fini notre histoire, c'est fini tout ça. Et en fait, voilà, tu te raccroches à des mots. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ok, c'est intéressant. Pas de baume du tigre sous les yeux, quoi. Ah si, c'est arrivé. Ah, si, c'est arrivé. Les cristaux. Ouais, terrible. Si, c'est arrivé quand tu dois faire plusieurs prises de scènes en sanglots, par exemple. Là, je l'ai fait. J'avoue. Les coulisses. Voilà, quand on avait mis Goupraz, tu sais, quand le maquilleuse sur Rapace, elle en avait mis à Cornelius. Et tu sais, il était en mode avec la mitraillette là, il était en mode je sais pas ce que je vais faire. Et on avait mis genre de ouf. Du tigre. Ouais, et tu sais, ça devait juste être un petit peu subtil en mode un petit peu les yeux qui brillent et tout. Ouais. Il était rouge au rouge. Non, du coup, je voulais enchaîner, parler un petit peu du typecasting, un peu. Parce que du coup, donc t'es une personne de couleur. Je voulais savoir si ça rentre un peu, dans ton expérience. Bon, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, hein, mais globalement, ouais, si t'es un peu toujours casté pour le même type de rôle, si les gens, ils te veulent un peu tout le temps pour les mêmes raisons. Pas que par rapport à ta couleur de peau, mais même par rapport au fait que tu sois une femme et que t'aies l'âge que t'es. Ouais. T'avais l'habitude de jouer genre 10 ans de moins que ce que t'as dans la vraie vie aussi. Ouais. Ça commence un petit peu à changer là, ces derniers temps. Ça évolue. Mais c'est vrai que là, depuis 2020, depuis que j'ai une agente, elle m'envoyait pendant 3 ans sur des castings de filles de 14 ans qui s'appellent Fatou. Voilà, c'est très souvent. Là, c'est en train de changer. Je lui ai dit que je voulais plus de rôle de 10 ans de moins parce que c'est très dur de rendre ça crédible. T'as un sentiment que ça évolue, enfin ça passe à travers aussi un dialogue avec ton agent principalement, ou est-ce qu'il y a une barrière qui est mise directement au casting Tu vois, je pensais par exemple pour le rôle de Kira, je pensais que il cherchait, parce que c'est très souvent, enfin c'est tout le temps que ça arrive, on cherche une femme métisse d'à peu près 20 ans. Et en fait, le rôle de Kira, pas du tout. J'ai rencontré une fille qui a tourné après, qui avait été castée aussi pour le même rôle, qui était blanche. D'accord. Donc ça fait plaisir. Clairement. Parce que tu te dis, ok, peut-être que j'ai été pris parce que j'ai du talent. Parce que j'ai du talent, en fait. Non, mais je sais pas. Mais c'est vrai que, parfois ça peut être vexant aussi quand t'es prise parce que tu corresponds pile poil physiquement au personnage. Et tu te dis, d'accord, donc t'aurais pu prendre n'importe qui d'autre. Mon jeu, il ne compte pas. Ouais. Et on verra sur le plateau. La majorité des castings que je reçois, il faut que ma couleur de peau soit en rapport avec l'histoire. Enfin, qu'il y ait un lien entre les deux. Ouais. Tu vois, genre juste, je m'imaginais un peu dans la tête du directeur de casting, quoi. Non, mais en mode, tu sais, j'imaginais, tu sais, les raisons pour lesquelles on peut prendre une femme plus vieille que le personnage et tout, genre en soi, peut-être avoir la maturité pour assurer le métier. Bien sûr. Assurer la rigueur, le travail, l'écoute, en fait, toute cette maturité-là de l'âge pour incarner quelqu'un de jeune, genre. Je pense que c'est plus facile peut-être pour un réalisateur de communiquer avec une comédienne de 24 ans qui peut paraître plus jeune en la maquillant ou quoi, que de prendre directement une actrice de 13, 14 ans qui aura forcément peut-être aussi moins d'expérience et qui aura justement en pleine adolescence aussi une mentalité moins mature, quoi, tout simplement. C'est le syndrome Sex Education et Euphoria, quoi. Ouais. Complètement. On en a déjà parlé plein de fois dans Palab, mais voilà, je pensais à ça, et en soi ça peut se comprendre dans un sens, sauf quand ça devient vraiment absurde, que dans Stranger Things dernière saison ils ont 17 ans, non ils ont 29 en fait, genre t'es c'est vraiment pas Stranger Things où ça me... Oui, non mais il y a des fois où c'est absurde. Euphoria, moi ça m'empêche vraiment de rentrer dans dans les... pas dans la série, parce que la série, la réal et tout est ouf, mais dans les arcs narratifs des personnages. La temporalité des fois ça me parle. Des flashbacks. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me parle pas parce qu'ils vivent des problèmes de lycéens et, et le mec, ils ont tous 30 ans passés, voire plus, et pour le coup, eux, physiquement, ils ont, enfin, ça se voit, quoi. Je veux dire, ils ont pas été pris parce qu'ils ont des têtes de jeunes, ils font pas jeunes, je veux dire, ils font tous, je sais plus le nom de ce personnage, mais tu sais, le grand, là, tout. Moi, j'ai aussi un peu l'image dans les séries et films américains de teenage, tout ça,
où en vrai il y a souvent Oui, ce oui, mec-là, c'est- et peut-être que ce mec-là il existe vraiment de toute façon. Oui. Il y a toujours j'ai l'impression qu'il y en a plus aux États-Unis des mecs qui ont l'impression d'avoir 26 ans. quarterbacks. Ouais. Ouais, des quarterbacks C'est pas ça, je pense. que bah oui, chez nous quoi. Non, bah sinon tout simplement, ouais, pour rester un peu dans ce thème-là, je pense qu'on peut aussi parler du fait qu'il y a quand même une évolution à l'ère moderne vis-à-vis des rôles des femmes au cinéma et dans la fiction et tout ça. Je pense que avant c'était vachement fermé où il y avait des canons de beauté entre Grave. guillemets, d'âge, de couleur de peau, ce genre de choses, et c'est vachement en train d'évoluer. Est-ce que toi c'est un truc que tu ressens dans ton quotidien, dans ton activité, ou c'est Je le ressens pas encore. Ouais. Après, je vois qu'il y a des évolutions. C'est rassurant. Enfin, je le sens que c'est en train d'évoluer, mais moi, encore une fois, j'ai l'impression de pas correspondre physiquement à ce que voudrait le cinéma français. Ouais, mais justement, c'est ça Tu là. Ouais. De par ma couleur de peau, parce que je suis plus jeune que mon âge, que j'ai pas le physique, enfin des femmes qu'on voit généralement au cinéma, qui sont hyper sculptées, grandes, minces. Ouais. Et donc c'est vrai que, mais même moi, psychologiquement, ça me bloque. Des fois, j'arrive pas à me projeter aussi pour ça. Enfin, Parce alors que ça n'a qu'il y pas a- été écrit et pensé comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors que j'aimerais pouvoir, enfin, être en pleine possession aussi de mon corps et de pouvoir jouer peut-être même des scènes de nudité. Mais je suis bloquée. Pour moi, je corresponds pas du tout à ce qu'on veut voir. Et donc voilà, et rien que sur Un Second Soleil, tu vois, j'ai tourné quelques scènes en maillot de bain. Tu vas sur Facebook, tu regardes les commentaires, c'est terrible. Hein. Ouais. Enfin, Et ça, du coup, c'est le contre-coup du truc des réseaux sociaux. oui. et de- Après, j'étais pas obligée, tu vois, mais c'est vrai que par curiosité, je voulais aller voir et il fallait pas. Ouais, c'est-à-dire que ça se libère un peu, ça s'améliore peut-être dans l'industrie, entre guillemets, en surface. Mais toi, en tant que comédienne, tu l'as peut-être pas dans le ressenti. Et en plus de ça, du coup, le public, les gens, alors que les mentalités, elles ont pas suffisamment changé à ce niveau-là, quoi. Malheureusement. Ouais, Pas encore, en tout cas. Surtout qu'en donnant la parole avec les réseaux sociaux quoi. Bah ouais. Les mœurs se changent, mais forcément s'ils donnent la parole à tout le monde, bah quel que soit le sujet d'ailleurs, que ce soit le sujet de la nudité, de la couleur de peau ou quoi. Comment toi tu anticipes le truc des réseaux sociaux et du commentaire haineux? Moi, pour le coup, ça me touche pas du tout. Ok. Sur Instagram, donc par exemple, Un Second Soleil, ils ont une page dédiée à la série et il y a plein de commentaires qui y passent. Il y a certains de mes collègues qui peuvent être extrêmement vexés par des commentaires. Ouais. Moi, ça me touche pas. Parce que t'as le recul de dire que c'est des pauvres types et que... Mais surtout, ils parlent de Kira. Oui, Enfin, oui, moi, oui. ils me connaissent pas. Oui. Et je suis pas assez sur les réseaux. Enfin, je veux dire, je passe pas beaucoup de temps en vrai. Des fois, je vais poster un truc, mais je passe pas mon temps. Donc ça fait pas partie de ma vie. Donc quand j'y vais, c'est un amusement. C'est trop bien. Donc je regarde les commentaires, je vois qu'il y en a qui sont positifs, je prends, négatifs, je prends aussi. Et C'est le problème de la notoriété aussi, hein, c'est que quand tu deviens plus célèbre que ton personnage et qu'après du coup les commentaires, sans parler des commentaires ultra haineux, ultra horribles, mais tu sais juste les critiques un peu, tu sais sur on dit pas le dernier personnage de Marina Foïs j'ai pas aimé, on dit Marina Foïs j'ai pas aimé, tu vois, enfin c'est ça devient des abus de langage où en fait ces gens-là on les confond avec complètement. on confond la fiction et la réalité et c'est qu'il y a un truc vis-à-vis de l'âge en fait, c'est que il y a vachement cette expression que les femmes elles ont une espèce de date de péremption au cinéma, tu sais, où genre passé un certain âge, bah déjà tu vas plus jouer que des mamans et que des machins, t'es plus considéré comme jolie selon les canons du cinéma, et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour des femmes de faire perdurer leur carrière dans le temps avec l'âge. Et bon bah c'est peut-être une discussion qu'il faudra qu'on ait dans 10 ans, dans 20 ans, que sais-je. Après t'as des exceptions, mais en fait c'est toujours des exceptions, tu vois, genre Virginie Fira pour le coup elle est encore dans le rôle justement du canon de beauté du cinéma alors qu'elle a plus de 50 ans et tout. Donc justement il y a des exemples qui contrebalancent ça. Mais elle était pas mais c'est des exceptions, avant, donc c'est trop chiant, tu vois, genre c'est pas un truc habituel, je suis d'accord. C'est pas un truc habituel en fait. Et c'était pas une comédienne qui a commencé jeune et qui a vieilli avec ça. Elle est arrivée directement à cet âge-là. Elle faisait d'autres trucs avant. Pardon, d'ailleurs, ça me fait penser à une série qui est sortie sur Amazon, je crois, avec Jean Dujardin. Sur Amazon avec Jean Zorro. Bah, c'est pas sorti. Si je vois, c'est une série comment elle s'appelle, qui est grave passée sous les radars, qui est sortie comme ça d'un coup. En fait. Il joue un prostitué. Ok. Mais oui, ça me parle. Un gigolo. Oui, de ouf. Et en fait, il sort qu'avec des femmes de plus de 60 ans. Et là, d'un coup, eh bien, on voit plein de corps de femmes avec des rides, avec des seins qui tombent, avec de la peau. Bah oui. Et en fait, et c'est assez fou parce que même moi, bizarrement, j'étais un peu genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe?
Alors que, en fait, ça fait du bien. Bah ouais, clairement. Je trouve ça trop bien, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a une espèce aussi de... Comment dire? On va créer les projets pour ça. Ah oui? Tu vois, dans je vois ce le... qu'on a. Mais est-ce qu'on Je- n'est pas obligé de passer par là pour faire avancer les Ben choses? si, c'est pour ça que c'est à double tranchant. Enfin, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est à double tranchant. Par exemple, c'est trop bien de mettre Marina Foïs en héroïne d'action pour montrer que bah c'est trop bien. Ça peut montrer que Comme Keanu Reeves qui sait faire des... voilà. Mm. Mais sauf que maintenant j'ai l'impression que la prod, la communication du film va trop appuyer sur ça, tu sais, au détriment de tout le reste pour vraiment montrer non mais nous on est cool quoi entre guillemets, on est inclusif et tout. Et ça des fois bah moi ça me, en fait je trouve ça bien plus impactant quand c'est entre guillemets subtil. Ouais. Tu vois quand là je le comprends en regardant le film en me Tu disant joues pas ouais, sur mais ça, quoi. Oui, voilà. ce Pas le personnage sujet. est ce personnage Kill Bill. Mm. Tu vois, Kill Bill, je pense que c'est un des plus connus de rôles de femmes fortes au cinéma, tu vois, de premier rôle de combat, de machin. Ça te matraque pas tout le film sur ça, après Tarantino. Oui. Je m'égare et tout, mais c'est en voyant ces films-là où je me dis, mais oui, en fait, c'est quoi le problème de mettre C'est une la femme com, quoi. C'est la com de l'inclusif qui, voilà, est et qui des fois- maintenant, je trouve que on insiste un peu trop, en fait, sur ça, et des fois, moi, ça a l'effet inverse, en fait. Plus je vais être en mode, ah oui, bon, bah, ok. Mais je pense que ça a Je sais passé. pas si je vais voir un bon film. Par contre, oui, j'ai bien compris que j'allais voir un film inclusif et tout, tu vois. Mais je pense qu'un jour ça va passer une fois que ce sera vraiment normalisé. C'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut le faire. Parce qu'il faut passer par le rentre dedans pour que ce soit Exactement, normalisé. Tu vois. c'est Genre ça. la petite sirène. La petite sirène de Disney. Ouais. Ah, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est un Ouais, autre- j'ai pas tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment vu 1000 trucs, des tweets et des Bah trucs ouais. comme ça et tout sur la petite sirène. Elle Elle est tismée maintenant, genre. Ouais. Faites-le votre film et sortez-le, quoi. Ouais, Genre, ouais. sortez-le. Mais c'est bon, quoi. La tête d'affiche, elle est tout le temps là-dessus. La nouvelle actrice qui va incarner la petite sirène, hein, vous avez Ouais. vu, hein. Mais pour Genre, faire débat aussi, je pense que ça sert, quoi. Après, Ouais. ça fait parler du film, les gens ils sont... De ouf. Mais Et ça fait beaucoup plus de rôles, du coup, pour les femmes, Ouais. bon, si on parle spécifiquement de ça. ouais, bien sûr. Mais du coup, il y a quel prix et qu'est-ce que ça a donné? Donc, j'espère, comme tu le dis, que voir ça d'un truc positif et se dire que ça va juste ouvrir une porte et que ça va devenir normal et qu'ensuite on se posera plus ces questions-là. Et c'est vrai qu'on est dans un entre-deux un peu bizarre où tout est super le fond forcé. le en fait. fond Ouais. est trop bien et magnifique et ça fait depuis bien longtemps que ça aurait dû arriver, mais la forme des fois je la trouve un peu incisive. c'est un peu Ah, ça Après, donne c'est un- pas forcément le film qui est incisif, c'est aussi Et c'est les ça. réseaux, tu vois. Genre, c'est oui bien sûr. c'est les réseaux qui L'apport médiatique. tu vois, même je parlais de la petite sirène et je suis sûr que c'est même pas Disney qui a insisté là-dessus, c'est les réseaux qui Ils ont ont- après Disney, oui. Mais oui, je pense que c'est la société des réseaux sociaux, des médias et tout ça qui mettent débat des fois là où en vrai ça sert pas le film de mettre ce débat, juste C'est clair. Et Bah, ça rend une trop histoire, politique, un film, il sort et tu le regardes et voilà quoi. Et dans tous les cas, il fallait que ça change et Bien sûr. la conclusion, c'est en vrai, c'est peu importe comment ça change. Du coup, je voulais juste rentrer un petit peu plus dans le détail du métier d'acteur, de l'acting. Juste spécifiquement, je voulais qu'on... Alors moi, j'y connais rien, donc je vous pose la question à vous, peut-être plus à toi. Des méthodes d'acting qu'on a un peu mentionné tout à l'heure. Je sais qu'il y a plusieurs différentes méthodes d'acting. Tu te sers de ces trucs-là? Est-ce que tu as été entraîné comme ça ou est-ce que... Bon, j'ai fait une formation une fois, juste 2 jours à Paris, la méthode Stanislavski. Ouais. Voilà. Après moi, c'est... Stan. Ouais, La méthode Stan. Ouais, la Tu méthode pourrais Stan, pourrais l'expliquer, la méthode de Stan? Franchement, de ce que je me souviens, c'était il y a longtemps. Ouais. Je connais pas tellement, mais je me souviens qu'on apprenait des scènes. Et par exemple, si on jouait une scène de dégoût, on pouvait... Enfin, le truc, c'était de se rappeler d'aliments, de choses qu'on connaît déjà, pour les transformer en des émotions. C'est de simplifier, en fait, d'aller vers des émotions... Ouais. De pas aller dans des nuances, quoi. Genre vraiment de ramener vers des émotions choses fortes. concrètes. Ouais, Des choses concrètes que tu connais déjà, mais qui sont pas traumatisantes. Donc je me souviens, il y avait eu, je sais plus, pour jouer la tristesse, je crois, elle nous parlait de ressentir la saveur du citron, par exemple. Enfin, il y a des trucs comme ça, un peu. Mais Ok. c'est vrai que, automatiquement, quand tu joues, moi, je vais pas commencer à penser à un citron pour pleurer, mais, et après, au conservatoire, non, on parlait pas tellement de méthode. Après, c'était quand même très physique. Beaucoup d'entraînement physique, et moi, vraiment, je trouve que tout passe par là, d'abord. J'adore la danse. J'adore danser. Enfin, j'ai commencé avec la danse. C'est là où j'ai... Je voulais en parler tout à l'heure, ton lien entre la danse et et la physicalité. je savais même pas. Mais pour le coup, j'ai fait le lycée à Pierre-Mendès-France, à La Roche, et il y avait une section de théâtre, danse et musique art plastique. Et il y avait théâtre qui me tentait, mais je savais qu'avec la danse, j'aurais pu aussi faire du théâtre. Donc, je suis allée vers la danse. Et en fait, c'est là où je me souviens de la prof, elle me disait, Colline, t'as un truc très théâtral, machin.
Et je savais que grâce à ça, je pouvais toucher un peu au théâtre. Le cas inverse, je sais pas si j'aurais pu, mais ouais, moi j'aime bien quand ça passe d'abord par le corps pour jouer, quoi. T'as ta propre méthode à toi qui est liée à tes habitudes et comment t'as développé ça dans ton coin. Donc pas de technique Meisner et que sais-je. Non. Non, faudrait que je me penche peut-être un peu plus, me renseigner. Mais je sais même pas si c'est... Je sais pas, après... Justement, moi j'y connais rien. Il y a beaucoup d'instinct aussi pour moi dans l'acting, faire un truc de... Il y a énormément d'acteurs qui sont pas formés du tout. Un truc d'émotion, Oui, moi je pense vraiment l'important c'est de comprendre ton personnage. Et là après, si tu le comprends... T'as aussi des rôles que t'incarnes qui n'ont rien à voir avec de la fiction et un scénario, quoi. Je sais pas, du clip, mec, du clip... sorte juste de physicalité, tu vois, genre de choses... du coup, les profils comme Colin sont trop intéressants. Bah ouais, grave. Quelqu'un qui vient de la danse et qui fait de l'acting. Ne pas avoir une backstory sur le personnage, tu vois, alors tout ça, juste, en fait, d'un truc visuel, quoi. Genre, et d'où la danse, je trouve ça trop intéressant, tu vois, pour, en fait, genre, des sortes de clips, des choses purement esthétiques, tout ça, savoir jouer avec le corps pour donner des émotions, quoi. Grave. Et la danse, trop bien pour ça. Mais oui, puis on le voit avec même plein de danseurs qui sont des super interprètes. Ouais. Je sais pas si vous connaissez la compagnie Peeping Tom. Non. C'est une compagnie de danse belge. Ils traversent le monde entier avec leurs pièces et ça mêle théâtre et danse. Mais j'ai jamais vu des comédiens danseurs être aussi justes. Okay. Et en fait, ça aborde... Ils font une comédie musicale, quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment juste... ça aborde le rêve et tout ce qui peut y avoir de plus absurde dans les rêves. Donc ça donne lieu à des scènes hyper loufoques, très bizarres. Mais du coup, tout est dansé, c'est joué aussi, mais ils sont tellement disponibles physiquement en fait que tu peux rien louper. Et eux non plus. Donc, voilà. Et toi, ça te plairait de faire un truc comme ça? Mon rêve. Ouais. Ah bah voilà. Voilà, c'est ça la réponse à la question de l'épisode précédent. Tu dois choisir. Mais... T'avais autre chose? J'avais dit je sais pas trop, je me projette pas trop, machin. Au jour le jour. Ouais, au jour le jour, grave. Mais en fait, Peeping Tom, mais tellement. Voilà, ce genre de truc, ce serait sa combinaison de passion. N'hésitez pas à regarder des extraits sur YouTube et tout, c'est magnifique. Comment tu l'écris? Peeping Tom, comme le film. P-E-E-P-I-N-G. Ah, ok. Non, Tom. Je mettrai la petite ref dans la description. Petite dernière question, là c'est un peu pour tout le monde du coup. Est-ce que vous avez des performances d'acteurs d'actrices absolument mémorables qui sont des grandes sources d'inspiration, des trucs qui vous ont impressionné quand tu penses à meilleure performance d'acteur, à quoi tu penses? Moi je dirais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Après c'est pas dans le drame, c'est pas dans l'introspection, pas tout ça, parce que je pense que j'aurais plein d'autres exemples dans l'introspection. Tout de suite je vais sur Jim Carrey, quoi. Qui est un rôle en particulier. Dans les Ace Ventura, genre vraiment Ace Ventura. Je crois que t'allais dire Truman Show. Ouais, je serais parti là-dessus. Mais dans Truman Show, il est plus dans le drame aussi. Et justement, c'est le bon mélange, mais incroyable. Je dis pas. Mais pour aller vers Jim Carrey, tout de suite, je me mets en mode Ace Ventura. Ace Ventura, c'est l'incarnation même de la folie. C'est ce mec-là, quoi. Genre, c'est vraiment ce mec-là, et il est au summum de ce pourquoi Jim Carrey est connu. Et puis sinon, après les acteurs, je sais pas, genre Emma Stone, La La Land, tu chantes, tu danses, tu joues, tout ça, juste la capacité à faire plein de choses en même temps à la perfection. Je trouve ça fascinant. Et évidemment qu'il y en a des centaines d'autres. Vous l'avez vu, pauvre créature? Je l'ai pas vu, il est bien? Ouais, il est chouette. Il est chouette. Ok. C'est un vrai rôle de composition, du coup. Ah bah là. Parce que j'ai pas regardé la bande-annonce. Regarde pas la bande-annonce. Ok. Te laisser surprendre, c'est vachement chouette. L'Oscar est mérité. Ah ouais? Ok. Ouais. L'Oscar est mérité, mais en même temps, tu pourrais aller voir, tu pourrais y voir aussi une autre actrice, tu vois, genre, Et Emma Stone a aussi un physique qui va très bien avec l'univers, je trouve. Elle a un côté un peu fantastique, dans le genre du fantastique, tu sais, avec un peu aussi les gros yeux, tu vois, genre elle a un truc un peu absurde, pas absurde, parce que c'est péjoratif. Non, mais elle colle bien. Tu vois ce que je veux dire, elle rentre bien dans l'univers, en tout cas, physiquement. Et par contre, dans le jeu, pour le coup, je dis pas sous-côté son jeu dans ce film-là, mais je trouve que l'Oscar, en vrai... je l'aurais donné à Lily Gladstone. Ah ouais, moi pas. Mais excellente performance aussi, y a pas de souci. Toi, Martin, t'as des performances de ouf Si t'as une idée en tête, je veux bien te passer la main. D'accord. Que je réfléchisse. C'est très récent, parce que là, j'ai ça en tête, mais pour le coup, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Ouais. Non, mais mais parce que j'ai ça en tête, parce que c'est récent, mais même dans Sibylle, je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu, mais oui, c'est la même réalisatrice. Elle joue une réalisatrice aussi dans le film. Et je la trouve hyper juste, hyper... voilà. Là, je la connais très peu, cette actrice-là, mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, surtout sur Anatomie d'une chute, du coup, de jouer un truc qui est vraiment très
très ambivalent où on sait Ouais, pas ouais. où est la vérité vraiment. Et du coup, Ouais, il a ouais. fallu qu'elle joue. Pour le coup, elle porte le mystère. Elle. Ah ouais, vraiment. Je sais qu'elle avait justement, elle en avait parlé avec, c'est Justine Trier, la Ouais. réalisatrice. Elle lui avait demandé, mais est-ce que je suis coupable ou pas pour savoir comment je le joue? Et elle lui dit, bah justement. Enfin, ça, Justement, c'est très moi, je intéressant. passe le film à la regarder, Ouais. tu sais, voir quand elle parle, tu sais, si elle ment, tu sais, Ouais, essayer de- le vraiment moindre comme rictus, dans un vrai procès, tu sais, est-ce qu'il est en train de raconter des conneries ou pas, et pour le coup, bah, on sait pas, quoi. Et c'est assez bluffant de ce point de vue-là. J'avais pas vu Anatomie d'une chute, mais j'avais vu Zone d'intérêt, justement, la zone d'intérêt. Ouais, je l'ai vu aussi. Et pour le coup, bah, c'est pour ça que j'ai fait. Mm. Parce que je suis pas hermétique non plus, mais ça me parle vraiment, tu vois, genre... Son jeu c'est- d'acteur. T'es un petit c'est tupperware. Hein, un petit tupperware. Voilà. Non, mais j'aime le jeu profond, j'aime les personnages très caractérisés, Mm. enfin justement pas trop caractérisés, mais qui sont vraiment dans la nuance et tout ça. Mais je trouve vraiment elle donne rien à la caméra, tu vois, genre elle donne pas à bouffer aux spectateurs, tu vois. Et je trouve ça bien quand il y a du relief, un peu de rythme. Ah, c'est sûr, Après, entre Ace Ventura et... Non, mais c'est vraiment l'opposé. Et ça veut pas dire que jamais, parce que j'aurais peut-être plein d'autres exemples de jeux hyper nuancés, hyper mais bien sur la ligne, tu vois, tout ça. Et mais je trouve que son Driver, genre vraiment, c'est... Après, pour le coup, elle joue la femme du dans ce chef de film-là. camp d'Auschwitz, donc oui, c'est sûr que c'est pas Ace Ventura Ouais. qui ferait le... Incroyable. Ouais, Ace Ventura, chef de camp d'Auschwitz. En vrai, mec, c'est une sorte de Jojo Rabbit bizarre. Oui, oui. Bah, ouais. Et peut-être une actrice qui t'a inspiré, qui t'a influencé peut-être dans ton jeu ou dans sa façon de faire, non? Mais j'avoue que Je j'ai sais été pas vraiment réfléchir. bouleversée, je pense, quand j'avais 15 ans et que j'ai vu La vie d'Adèle pour la première fois. Ok. Genre, j'ai trouvé ça remarquable, quoi. Plus pour Léa Seydoux ou plus pour Adèle? Adèle. Ah. Ok. Et il y a Seydoux carrément. aussi, mais ça m'a moins parlé que... Ok. Ouais. Carrément. Léa Bah ouais, c'est Seydoux, une très belle, c'est belle performance. Et toi, Cédric? Dévoile-toi. Moi, bah j'ai deux trois performances qui me viennent en tête spécifiquement. Déjà, Ok. ok, bon bah au revoir. Non, bah déjà pour moi c'est impossible de pas penser à Willem Dafoe. Genre, je trouve que Willem Dafoe c'est un acteur de génie. Le Enfin, poufou vert. bah ouais, carrément. Oui. Déjà c'est un fantastique rôle qu'il incarne super bien, mais même récemment on est dans une Dafoe renaissance de fou là. Je pense à The Lighthouse ou à ce genre de film. Il est trop cool. Où oui, enfin, vraiment il prend tout le film. Genre tu peux pas le quitter des yeux. C'est très intense et c'est complètement différent à chaque fois. Et il a pas mal tourné il fait toujours des rôles super bizarres et c'est un truc que j'aime beaucoup. Justement, moi j'aime beaucoup ce truc de dépassement. Après moi j'adore les films bizarres, un peu extrêmes et tout. Un rôle que je peux absolument pas oublier, c'est Isabelle Adjani dans Possession de Zulawski. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. C'est un film d'horreur hyper bizarre, un truc Lovecraftien et tout, c'est un de mes films préférés. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais voilà. La performance d'Adjani là-dedans, c'est genre, je Ah pense ouais qu'elle-même, elle ne s'en est jamais remise, Ok. à mon avis. Il y a une scène je vais pas spoiler, hein, mais il y a une scène où elle est dans un espèce de tunnel où elle pète un câble et tu la vois. Enfin, t'as l'impression qu'il y a des fluides qui sortent de tous ses orifices en même temps. Genre, ok. c'est vraiment, je saurais pas bien comment décrire, mais Non, j'ai vu juste des extraits de Ouais. ce film. moi, ça m'a choqué à vie. Ah ouais? Et je pensais pas que c'était une actrice que je connaissais assez peu avant ça. Et je l'avais pas. Ça fait penser à Ah, là, l'été meurtrier, tu sais, on avait Ouais. Adjani, ouais. Adjani, grande actrice, Pareil, finalement. Je serais un peu hypocrite si je ne mentionnais pas Heath Ledger dans le rôle du Joker dans The Dark Knight. Ça, je trouve que c'est inégalable. C'est peut-être ma performance préférée de toute l'histoire du cinéma, même si c'était pas du Batman ou quoi, peu importe. Même sans le drame personnel, le décès et tout ça qui est derrière ça, je pense que il est même pas, tu peux même pas le reconnaître en fait. Quand tu le vois dans d'autres films et que tu te dis que c'est le même mec, c'est juste pas possible. Ouais. C'est genre ça, c'est. J'ai pas vu d'autres films, je crois. Je pense que ça va te surprendre de te dire que c'est la même personne. Moi, je sais qu'il y avait une performance qui m'avait un peu bluffé de par justement le manque un peu d'intensité. C'est Tahar Rahim dans Un Prophète. Mhm. Où justement, j'avais eu l'impression que, en fait, à la base, je l'ai vu 2 fois ce film. Et la première fois que j'avais vu, j'avais pas trop compris la hype et tout. Et en fait, je l'avais regardé. Et c'est ça, c'est que tout est joué de manière ultra naturelle, réaliste. Et lui, dans cette performance-là, il est très chaud. Et en fait, j'avais vu vraiment plein de nuances que j'avais pas du tout captées au premier visionnage. Je m'étais pas fait chier, mais j'étais vraiment passé à côté. Quand je l'avais vu une deuxième fois, j'avais été bluffé. Je pensais à ça pour réagir sur un film français, puis justement sur un film un peu plus, pas forcément une performance grandiloquente. Ouais, carrément. Sinon, je suis d'accord. Heath Ledger, c'est quand même, pour le coup, c'est légendaire, quoi. Enfin, je trouve, et je suis d'accord avec toi. C'est pas, même si t'enlèves l'impact après le film où il se tue à cause de la performance, même vraiment il est complètement taré dedans, c'est ouf. Ah ouais, sinon dans Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood,
Ouais. Et Paul Dano dans There Will Be Blood. Et Daniel Day-Lewis dans tous les films de sa Oui, carrière, à peu près. oui. Mais je trouve que la confrontation des deux Ouais. dans ce film-là, elle est ouf. Et aussi, dernier, c'est vrai que la première fois que j'avais vu, j'avais été ultra surpris et je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y pense, mais de Hugh Jackman dans Prisoners, Ok, ouais. où je trouve que là, pour le coup, rôle physique par excellence, où c'est vraiment, c'est une bête, quoi. Et c'est une bête que tu comprends parce que quelqu'un lui a enlevé sa fille et il donne une puissance dans la colère, et justement c'est quand même quelqu'un qui a des principes à la base. C'est pas juste un fou, en fait. Le mec est hyper chrétien et il lutte contre cette violence pendant une bonne partie du film, et puis à un moment il craque. Et je trouve que ça, en rôle bestial, je trouve ça grave intéressant de prendre Wolverine, qui a un rôle aussi hyper physique, mais là, du coup, de le mettre au service d'autres choses, en fait, d'autres sentiments. En actrice, j'ai pas de performance en tête, mais moi, je sais que Cate Blanchett, Oui, bah là. enfin, Valeur sûre. j'ai hâte, faut vraiment que je regarde tard. Ouais, oui, non, mais en tant que, du tout, il est très bien, c'est juste t'attends pas à avoir un film musical, quoi. non, mais moi, je veux le voir pour elle, en fait. Dans ce rôle de chef d'orchestre, là, je me dis, ça peut être vraiment cool. Moi, ça me fait penser au fait que, pour revenir un peu sur les moments d'acteurs, tu vois, genre les moments les grands moments que je retiens de tirade, de tout ça, un peu de la même manière que ce que j'expliquais dans les musiques de film, tu sais, le moment où en fait t'as toute une mélodie qui dure pendant le film, et qu'à la fin, justement, sur le thème principal, t'as les violons et tout l'orchestre qui accompagne cette mélodie-là. Bah, en fait, je me rends compte que ce que j'aime dans l'acting, c'est le moment, en fait, finalement, quand ça sort de ses gonds, quand la résolution un peu du personnage, là, c'est important, en plus, dans la narration et tout ça, je sais plus comment. Et dans cette anatomie du scénario-là, où à la fin, c'est bon, c'est l'accomplissement, total. Et du coup, c'est ces tirades-là que je trouve, incroyables, qui ont de la puissance, c'est quand elles arrivent après un acheminement de personnages, de tout ça. Et bah, à ce moment-là, c'est là que je retiens toutes les grandes prestations d'acteurs. Genre, je sais pas, tiens, bah, par exemple, par la sueur de votre front et la force de vos bras, genre, Keira Knightley dans Pirates des Caraïbes, qui, après tout son processus, son personnage qui est passé, genre vraiment, qui s'est fait piétiner, tout ça. La petite respiration après, quoi. La respiration après, où c'est bon, elle a eu la force après deux films de saga ou quoi, pour devenir capitaine. Et là, il y a tout le monde qui l'écoute, et elle monte sur le mât, et puis elle fait une grande tirade. Bah, de la même manière que la musique, un leitmotiv qui se développe petit à petit pour que, au final, à la scène finale, et bah, il y a tout l'orchestre qui reprend, en fait, tout ça. Voilà, pour essayer de faire un petit rapprochement un peu musique, tout ça. Bah, en fait, c'est pareil dans un personnage quand il a pris toute la force, il a pris de partout pour, à la fin, se dévoiler et tout ça. Et ben, en vrai, dans ce que j'aime, je trouve, il y a un peu de ça, le grand moment du personnage. L'acting, c'est beaucoup de son aussi, donc c'est normal que ça te ramène un truc à la musique. Ah, mais complètement. Et puis, si j'aime ça, ce moment-là de l'acteur, c'est parce qu'en fait, il y a aussi la musique à ce moment-là qui met en valeur le personnage, quoi. Et inversement, j'aime aussi la musique parce que c'est un moment où le personnage met en valeur la musique parce que c'est son summum du personnage, quoi. Et juste pour citer un acteur un peu plus vieux, parce que ça me fait chier de pas l'avoir cité tout à l'heure, un acteur que j'adore énormément, c'est Klaus Kinski. Pour ceux qui, je sais pas ceux qui connaissent, mais c'est un des grands péteurs de plomb avant Willem Dafoe, on va dire. Surtout dans les films de Werner Herzog. De Werner Herzog, tout à fait. Donc je pense à Aguirre et à Fitzcarraldo spécifiquement, et même Cobra Verde aussi, ou Nosferatu, où il incarne Nosferatu. Et lui, c'est un acteur folie légendaire absolue. Il a joué avec les plus grands, et c'est toujours dans des rôles super bizarres, dans des films européens. Celui qui joue dans Nosferatu de Fritz Lang, non, dans le remake de Herzog, justement. Ok. Et il a une tête hyper reconnaissable. Une tête de ouf. Ouais. Et c'est un peu Willem Dafoe avant Willem Dafoe, en fait. C'est pour ça que je le cite. Okay. Mais c'est pour citer un acteur qui est pas encore actif à l'heure actuelle, on va dire. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le petit jeu de Martin. Ouais. Oui. Donc mon jeu, c'est que je vais vous dire ou vous jouer des répliques de films. Sauf que je vais les jouer avec potentiellement pas du tout la même intonation ou la même intention qu'avec laquelle elle est jouée dans le film. Okay. Et donc ça va être rapidité parce que forcément j'ai pris des répliques ultra cultes. Faut trouver le film. Faut trouver le film. Pas l'acteur. Non, faut trouver le film. Okay. Et c'est que de la VF, je suppose. Ouais, j'ai fait en VF. Je suis désolé, Cédric. Enfin, je dis ça. Non, mais c'est des phrases que j'aurais jamais entendues de ma vie, en fait. Oui. Mais... Faut pas que je me tape des barres. Tu te mets des épines dans le pied, hein. T'aimes bien ça? Moi, je m'en fous. Red Rum. Harry Potter. Ah putain, Shining. Je compte les points, peut-être? Ouais.
Ah, pour de vrai? Lui, il compte les points quand il sent que... Je joue rarement au jeu. Non, mais donc, compte les points. Mais comment ça, tu joues rarement? Je fais des jeux. Bah, chaque à fois. tes jeux à toi, oui, mais je joue pas au mien. Ah oui. Le trois quarts du temps. Ok. Un point pour Cédric. Donc, c'était bien Shining, le Red Rum. Je voyais quand il Classique. allait chercher le frère d'Hagrid dans la forêt, le troll. Quand il dit Red Rom, ouais, tout à fait. Ouais, non mais... Non, mais c'est avec l'intonation. L'intonation, C'est pour ça. Acting, poker face. Vas-y. Je mets ma main devant mon visage. Action. Dos. Il a bon dos. Mélodie du La bonheur. mélodie du Oui. bonheur. Un point pour Léandre. Do, il a... Tu connais la mélodie? Bah, bien sûr. Ok, un point pour Léandre. Avant, t'as joué la tristesse Ouais, c'est sur la mélodie du bonheur. c'est la tristesse sur la Do. mélodie du bonheur. Il a bon dos. Il a dos. Il a bon dos. Je sais pas si je suis plus juste que tes morceaux au piano pendant ton jeu. Piano, il était accordé en tout cas. Ouais. Nage droit devant toi. Le mot de Nemo. 2 points pour Léandre. C'est toi qui l'as dit? Ouais. Ah non, tu l'as dit avant? Non, fait, vas-y, pardon. on Mais non, partage. c'est Ah oui, pardon. c'est On Colline, partage je le crois. point, c'est ok. Comment ça? Non. Ah, c'est que j'ai non, dit mais t'as le dit- monde de Nemo au moment où elle disait Nemo, quoi. Moi, j'ai dit juste les Du mots. coup, j'ai terminé après, mais je sais pas si on a commencé en même temps. Ouais, t'as dit Nemo avant, quand même, je pense. Non, Avant mais que vous vas-y. Il a dit le Non, je titre t'en en coupe entier. on je te le regarde, donne. on regarde. On le donne à Colline, comme Un ça, point chacun. dis bonjour à mon petit ami. Le Scarface. Oui. Oh, putain, je Putain, l'avais je l'avais pas vu. vraiment plus. Tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Ah oui, Ah, tu l'as pardon, vu. je l'ai pas eu. Ah, ok. Moi, je l'ai pas vu. Film français. Moi, je vais pas vous mettre débat. Y a pas possible. Pardon. Il est mal écrit, finalement. Attends, je la refais. Pardon. Moi, je vais pas vous mettre débat. Il y a un problème. La guerre des boutons. Non. Je vais pas vous mettre débat. Débat, comment t'écris débat? Débat de... Oui. Ah, débat. Oui. Ah. Pas mettre débat, il y a Débat, un Comme problème. des débats de contention. Ouais. Ah. Pas mettre débat, il y a un... En tout Ah, cas, Chable, putain. Hmm. Deux on points. l'a dit vraiment en même temps. On peut faire 0,5, 0,5. Pour moi, c'est toi qui l'as. Ce que l'on fait dans sa vie résonne pour l'éternité. Oh, je l'ai. C'est un grand film. Oui. Gladiator. Oui, putain, bien vu, bien vu. Voilà. Echoes to Eternity. Ouais. Yes. Ouais. Fin du jeu. Ya. Ah, c'est chouette. Non, attendez, je vais vous faire le dernier. Ah, c'est tout celui que je vous fais celui que je voulais pas faire. mais Ah oui. Vous êtes prêts? Je vois des gens qui sont morts. Le sixième sens. Sixième sens. Oui. C'est Sixième Sens, c'est pas le Sixième Sens. Le Sixième Sens, c'est un autre film de Michael Mann. Cédric. C'est 2 films différents. Cédric. C'est 2 films différents. Bah, du coup, le point est pour qui? Non, mais il l'a, de toute façon. Oui, pour merde. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 points pour moi, 2 points pour Colline et 2 points pour Léandre. Ben, bravo Cédric, une fois de plus. Merci bien. Ça fait Bravo. plaisir. Bravo Cédric. Alright. Je vais faire la petite conclusion. Non, mais en tout cas, c'était hyper chouette de faire ça avec vous. Mhm. C'était trop cool. Bah, tout pareil. Et c'est passé hyper vite. Partagé. Mais, Bah, la deuxième partie, soit elle est passée hyper vite, soit on a mis beaucoup moins de temps, mais Elle est passée vite. elle est passée vite. Ouais, bah, c'est vite. Du coup, on arrive à la fin de cette deuxième partie de cet épisode de Palabre sur l'acting, du coup, avec Colline. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site hypercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric et Colline. Et on espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut tout le monde! Salut, Salut. merci Colline. merci à vous.